Bien, donc bonjour à tous, je m'appelle Eric Andrieux, je travaille dans un centre de recherche et puis j'enseigne aussi à l'INP de Toulouse. Voilà, je vais vous parler de durabilité en mettant des mots peut-être un peu différents de ceux de Yves parce que j'ai aussi une autre vision, on partage certaines visions de la durabilité mais j'en ai aussi un peu d'autres. Je crois que la durabilité dans notre société, il y a un antagonisme entre le fournisseur et le client. C'est-à-dire que le client, il attend une durabilité suffisante pour son produit, et le fournisseur, il ne va surtout pas fabriquer quelque chose qui dure trop longtemps. Donc la durabilité, c'est toujours relatif à un produit. Donc il y a des produits quand même qui intéressent de près notre société, c'est quand même les moyens de transport, où là on a envie quand même que ce soit durable, et si c'est très très durable, on n'est pas forcément fâché. Donc dans le titre de mon exposé, là, il y a trois mots, couplage, mécanique, oxydation. Alors l'oxydation en soi, c'est un métier, on pourrait faire, je dirais, ou la corrosion, c'est un métier, on pourrait faire passer quelques heures là-dessus sans problème. La mécanique, qu'est-ce que j'entends par mécanique ici? Il y a deux aspects de la mécanique, il y a la mécanique du comportement et la mécanique de l'endommagement. Dans la partie mécanique du comportement, la vision que j'ai, parce que j'ai fait pas mal d'oxydation aussi, c'est une vision, ce que présentait Yves, avec en plus, la dislocation, certes, ressent les contraintes à l'échelle locale, mais ce qu'elle ressent aussi, c'est l'état métallurgique local. Et justement, un des problèmes de l'oxydation, c'est de changer aussi l'état métallurgique local. Donc, quand on traite de mécanique du comportement, en relation avec l'oxydation, il faut s'attendre à des effets de l'oxydation sur les évolutions des états métallurgiques locaux. Et donc, par conséquent, des effets sur le comportement macroscopique, mécanique macroscopique des objets. Il y a aussi la mécanique de l'endommagement. Alors, l'endommagement le plus classique consisterait à dire que l'oxydation génère des porosités, génère des petits îlots d'oxyde interne, va oxyder dans des polycristaux, va oxyder les interfaces, les joints de grains, entre autres. Ça, c'est une vision assez simple des choses. Et puis après, par rapport à la durabilité, il y a quand même des phénomènes de type amorçage et propagation de défauts qui font qu'un défaut qui se propage, il explore systématiquement l'état métallurgique proche de la surface. À mesure qu'il se déplace, il se déplace dans un milieu qui a été modifié par les réactions de surface. Voilà. Donc le troisième, c'est couplage. Couplage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne me contente pas de faire de l'oxydation, puis je regarde les conséquences, ou de la mécanique, je regarde les conséquences. Non, je regarde, je fais les deux à la fois, j'oxyde en même temps que je déforme, et puis je regarde les conséquences, si couplage il y a, comment ça impacte et les lois de comportement et les lois d'endommagement. Voilà, donc j'ai donc construit un exposé dans lequel j'essaie quand même de limiter mon propos. Je vais vous présenter quelques mécanismes élémentaires qui sont pour la plupart relativement simples. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils sont faciles à comprendre. Et ensuite, donc, je vous parlerai de couplage. Donc, il y a, à mon sens, des composantes statiques ou dynamiques dans les couplages. On les vivra ensemble à travers un certain nombre d'illustrations. Et enfin, des perspectives et des verrous. Mais ça, je pense que perspectives et verrous, le workshop de l'après-midi, précisément, il est un peu dédié à ça. C'est-à-dire que les intervenants cet après-midi sont, on va dire, ils font partie des futurs, de ceux qui vont porter le plus loin possible en recherche et les différents points sur lesquels aujourd'hui on achoppe un petit peu, quoi. Voilà. Bon, alors en termes de mécanismes élémentaires, je ne vais pas vous abreuver de tous les mécanismes possibles et imaginables. Donc le premier qui est relatif finalement, qui impacte l'état métallurgique local, c'est ce qui se passe lorsqu'il y a oxydation. Il y a pompage sélectif d'un élément en général. Et donc, le substrat, au voisinage de la couche d'oxyde, se retrouve avec une composition chimique différente
et donc un état métallurgique différent. Donc on regardera les conséquences physiques et métallurgiques de ce genre de choses. Ensuite, je vous montrerai un petit peu d'oxydation intergranulaire et quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur le comportement et l'endommagement. Et enfin, je vous montrerai quelques exemples de réactions d'interface. Alors, ce sont des choses élémentaires, qui paraissent élémentaires et qu'on ne peut pas éviter. Ça vous paraît évident, mais on ne peut pas les éviter et elles ont malheureusement des tas de conséquences que vous verrez au cours de mon exposé. Bien, donc vous mesurez de ce que je viens de vous dire qu'il y a finalement des interactions à courte distance et des interactions à longue distance qui impactent le comportement ou l'endommagement. Donc là, j'en ai listé quelques-unes. Donc là, j'ai schématisé, il y a un polycristal jaune, une couche d'oxyde qui est verte, et puis un petit zoom ici là, de ce qui se passe proche de l'interface. Et quand on regarde ça à longue distance, on va se retrouver peut-être avec des effets composites dus à la croissance d'une couche d'oxyde, puisque en général, son module d'élasticité est quand même plus élevé que celui du métal, donc on peut avoir des effets de renforcement. Et puis après, tout ce qui va impacter les mécanismes qu'a décrit Yves tout à l'heure dans les cartes d'HB et autres, c'est-à-dire des problèmes de restauration des structures de déformation, entre autres, et même on va parler de défauts ponctuels, vous allez voir qu'on arrive même à des situations où on polygonise le métal uniquement par oxydation. Voilà. Donc, dans les mécanismes les plus proches de l'interface, vous avez des mécanismes renforçants et des mécanismes qui ne renforcent pas. Renforçant, c'est évidemment quand on enrichit le matériau en oxygène et en azote, par exemple, vous enrichissez en interstitiel et ça génère un durcissement local, vous le verrez tout à l'heure. On peut avoir aussi de l'oxydation interne. Alors, l'oxydation interne, elle peut avoir de bons effets, de mauvais effets. Quand on fait des alliages ODS, ils sont durcis par justement mise en place de petits oxydes un peu partout dans la microstructure. On a de l'injection de défaut et puis quelque chose qu'on illustrera aussi, c'est le problème de la cavitation, c'est-à-dire que les réactions d'oxydation peuvent, et dans la majorité des cas elles le peuvent, engendrer la formation de cavités dans le substrat, même à longue distance. Bien, donc première étape, c'est le déalliage. Donc là, c'est les alliages classiques qui sont utilisés dans les réacteurs à eau pressurisée, en particulier dans les générateurs de vapeur. Donc c'est un alliage 600. Alors qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, j'ai schématisé à droite là, ce qui se passe en fait à l'interface entre l'eau du circuit primaire et le métal en dessous qui est un polycristal. Donc, vous voyez se développer en surface du métal des gros cristaux qui sont des spinels. Il y a aussi une partie du métal qui est dissout dans le milieu. Et puis il y a des couches d'oxyde parce que quand même, quand on a choisi cet alliage, on s'est débrouillé pour choisir un alliage qui résiste un peu à la corrosion. Donc il y a bien une sous-couche d'oxyde très riche en chrome qui se forme et qui ralentit un petit peu la dégradation du métal. En dessous de cette couche, vous avez une zone qui est appauvrie en chrome, puisque le chrome a été consommé pour fabriquer la couche barrière. Et puis il va se passer des tas de choses en dessous. Alors, lorsqu'on analyse en coupe, avec des méthodes modernes, l'évolution de la composition chimique, lorsque vous descendez, là, suivant une verticale, ce que vous allez voir, c'est effectivement qu'il y a une zone fortement appauvrie en chrome, comparativement à la teneur initiale. Vous voyez, on passe de 15% pour la teneur en chrome loin de l'interface à environ 2-3% au voisinage de l'interface. Alors, on peut voir ça de différentes façons. Alors, on a pris le temps de fabriquer des matériaux modèles qui, finalement, reproduisent ces différentes couches. Donc, on a fabriqué ces matériaux modèles et on a regardé deux petites choses. On a regardé comment varier le paramètre de maille. Alors, vous avez à droite, sur cette courbe que vous avez à droite, ici, là, pardon. Ici, donc, vous avez l'évolution du paramètre de maille en fonction de la température pour le matériau de base et pour les alliages modèles. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en clair que si in situ, donc métal au contact de l'eau, vous formez une sous-couche dont la composition chimique varie, son paramètre de maille varie.
si son paramètre de maille varie, elle doit quand même composer avec le reste du substrat qui, lui, n'a pas envie de changer son paramètre de maille. Donc on fait naître in situ des contraintes qui peuvent être, je dirais, uniquement en régime élastique ou qui peuvent même amener à de la plasticité locale entre le substrat, qui est un paramètre élevé, là, et vous voyez la zone perturbée, qui est un paramètre beaucoup plus faible. Ça, c'est la première des conséquences. Deuxième conséquence, c'est pour ça qu'on a fait des essais en température, hein, c'est l'évolution de ce paramètre avec la température. Et évidemment, on se retrouve avec des matériaux qui ont des coefficients de dilatation différents. Ce qui veut dire que quand on arrête, par exemple, un essai en autoclave, et qu'on refroidit l'autoclave pour après examiner le niveau d'endommagement, eh bien, on est en train de faire un essai mécanique. Puisque au refroidissement, comme la peau se dilate plus ou moins que le cœur du matériau, on fait naître des contraintes d'origine thermique au moment du refroidissement. Donc ça a des conséquences, donc on a fait des petits calculs là, d'éléments finis, et parce que ce que l'on suspectait dans cette histoire-là, c'est qu'au moment du refroidissement, comme à un moment la température passe dans le domaine où le matériau est sensible à la fragilisation par l'hydrogène, que les contraintes d'origine thermique suffisent à ouvrir un peu plus les joints de grains au moment du refroidissement. Voilà. Deuxième type d'illustration, donc ça c'est ce qui se passe sous les rouleaux d'un laminoir, sur des matériaux qui sont réputés, qui étaient de qualité nucléaire. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous recevez une tôle qui est parfaitement brillante, elle a passé tous les tests de qualification. Mais quand vous avez la curiosité d'aller prélever sur cette tôle, bon, déjà vous faites une analyse, là, ça c'est une analyse en partant de la surface externe de la tôle, vous voyez, on rentre là, de plusieurs microns, hein, et on regarde progressivement comment varie la composition interstitielle. Alors vous dites, tiens, c'est rigolo, cette tôle, elle est quand même très riche en oxygène, en carbone, en azote. Bon, c'est vrai que loin de cette interface, on retrouve des compositions qui sont normalisées, hein, mais quand on se rapproche de la surface externe, on a un fort enrichissement. Alors la première démarche, c'est de se dire, on va faire de la dureté depuis la peau du produit jusqu'en allant vers le cœur. Et on s'aperçoit qu'en peau du produit, on atteint des duretés qui sont colossales pour ce matériau-là. C'est-à-dire la dureté standard, elle est aux alentours de 520-530 Vickers. Et là, on est à plus de 600. Donc peut-être qu'il est intéressant d'aller un peu plus loin et de regarder les propriétés locales du matériau. Alors là, ça devient un peu plus délicat parce qu'il va falloir prélever dans un produit épais qui a été laminé, il va falloir prélever des échantillons, tranche à tranche, 40 microns par 40 microns, hein, ou peut-être même moins, 20 par 20, et faire des essais mécaniques là-dessus pour regarder quelles sont les propriétés réelles locales. La dureté renseigne, mais elle ne suffit pas. Donc là, on l'a fait pour ce matériau-là. Donc là, vous avez l'alliage de base en vert. Et ici, vous avez les propriétés proches de la peau avec des prélèvements qui font 20-25 microns d'épaisseur. Vous voyez que c'est un alliage qui, proche de la peau, est aux alentours de 2000 mégapascales de limite d'élasticité et qui a une ductilité quasiment à peu près ridicule, quoi. Si c'est une pièce qui est maintenue en flexion, vous doutez bien que ça risque de poser quelques petits problèmes. Bien, parlons encore d'état métallurgique. Donc là, vous avez les évolutions. Donc ici, voilà la surface c'est de l'alliage 718. C'est un alliage à base de nickel, hein, qui est renforcé par précipitation. Et vous voyez que quand on se rapproche de la surface, les précipités qu'on a ici mis en évidence en utilisant dans la microscopie électronique en transmission, en travaillant en champ sombre. Donc vous voyez qu'ici, ces précipités disparaissent et vous voyez là la couche d'oxyde en fait. L'alliage, il a séjourné quelques minutes à 650 degrés. C'est un alliage qu'on utilise pour faire, entre autres, des disques de turbine, avion, inutile de vous dire, qui passe plus que quelques minutes à 650 degrés. Donc vous voyez que ça va très vite. C'est bien ça qu'il faut réaliser, parce que vous verrez qu'à la fin, quand on va faire du dynamique, ça a une importance. Là, vous avez également une modification. Donc ça, c'est la structure classique du superalliage. Et lorsqu'on se rapproche de la surface, tout d'un coup, voilà, on hérite d'une bande de matière, comme ça, hein, dont l'état métallurgique a été bouleversé par les réactions d'oxydation.
Vous avez une belle illustration ici aussi. Ça, ce sont des alliages qui sont utilisés pour faire des obs de turbine, moteur. Ça, c'est du MC2, oui, c'est plutôt hélicoptère, c'est plutôt turbine hélicoptère. Donc vous voyez, ça, c'est la structure classique d'un superalliage monocristallin, structure coalescée. Donc et vous voyez comment vous avez la couche d'oxyde ici, vous avez une zone, il n'y a plus du tout de phase durcissante. Et dans cette zone-là, même la coalescence, c'est-à-dire la direction dans laquelle la microstructure s'est orientée, est bouleversée. Donc on peut s'attendre, sur une profondeur comme celle-là, à des effets notables de l'oxydation. Une façon de la caractériser, l'oxydation intergranulaire, ça c'est encore une autre forme de dégradation. Donc vous avez oxydation intergranulaire, regardez, vous avez ici la surface, bien entendu, et là vous voyez des pénétrations dans les joints de grains. Alors on peut en rester là et dire, ah ben oui, il y a de l'oxydation intergranulaire, mais lorsqu'on veut faire du comportement, on se dit, ben, est-ce que ça génère un abattement sur les propriétés mécaniques à l'échelle macroscopique ou pas? Eh bien, vous faites des essais, donc des essais de traction ici, sur des matériaux qui ont été, voilà, vous avez le non-oxydé en rouge ici, et puis après vous avez 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 5 heures d'oxydation à haute température, et vous voyez bien que l'allure de la courbe ne change pas, de façon drastique, l'allure de la courbe ne change pas, c'est simplement la contrainte d'écoulement qui change. Donc, la conséquence de ce type d'endommagement, d'oxydation intergranulaire, est assimilable à la création d'une zone morte, en fait, une zone non portante pour le matériau. Alors, bon, on peut procéder comme ça, et c'est une bonne technique. On peut procéder autrement. On peut procéder en faisant des analyses par spectrométrie d'ions secondaires, spectrométrie de masse, d'ions secondaires. On peut faire des analyses et on retrouve, grosso modo, les 3 techniques donnent à peu près les mêmes profondeurs affectées. Autre moyen d'accéder, parce que l'oxydation intergranulaire, des fois on la voit parfaitement, et d'autres fois c'est beaucoup plus délicat. Alors quand c'est très délicat, j'en ai discuté justement avant d'arriver, quand c'est très délicat, on peut pratiquer 2 techniques. Une technique qui va être relativement locale, mais qui quand même renseigne sur la profondeur affectée par l'oxydation. Et une technique beaucoup plus pénible à mettre en œuvre, mais qui est statistiquement beaucoup plus représentative, qui consiste à faire du polissage incrémental. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire dans n'importe quel labo, c'est très simple, il faut du temps, de la patience, de la ténacité aussi. Donc il s'agit on met 2-3 empreintes de dureté, en général 3, donc ça repère le plan de base. Ensuite on polit. Mais on polit l'objet, on va enlever progressivement les couches d'oxyde en polissant. Et en mesurant les diagonales des empreintes, on peut remonter très précisément à la profondeur abrasée. Et dans ce cas-là, on regarde le paysage à mesure. Mais on s'aperçoit que, bon, au départ, bien sûr, la couche d'oxyde, on est dans la couche d'oxyde, donc c'est pas très joli. Ensuite, on commence à passer à travers, il reste encore quelques îlots d'oxyde, mais on voit les joints de grains qui se dessinent ici. Et plus on va descendre, voilà, et plus on va soit voir disparaître certains joints de grains, d'autres joints de grains rester. Donc ça veut dire qu'avec ce type de technique, qui est d'une simplicité déconcertante, si on couple avec, par exemple, une analyse de BSD, on va arriver à trouver quelles sont les interfaces qui sont les plus propices à l'oxydation intergranulaire et quelles sont celles qui résistent. Et pourquoi pas de l'ingénierie de joints de grains après, je n'en sais rien, mais c'est toujours envisageable. Donc là, on arrive au 3e mécanisme élémentaire, que sont les réactions d'interface. À quoi ressemble une réaction d'interface? Alors j'ai pris un cas très simple. J'ai pris le cas du nickel. Là, vous avez du nickel en jaune. Vous avez ici le milieu. Alors j'ai mis du bleu parce que ça manque un peu en ce moment. Donc ça, c'est le milieu qui contient de l'oxygène, de l'azote, parfois de la vapeur d'eau, mais on essaye d'éviter parce que ça complique encore plus le débat. Et là, vous avez la couche d'oxyde. On se place dans une situation où la couche d'oxyde croît, elle est contrôlée par la diffusion des cations. Donc le nouvel oxyde se forme à l'interface entre l'oxyde et le gaz. Ce qui veut dire qu'il y a des atomes métalliques qui partent du substrat, qui rentrent dans le réseau ionique,
qui diffusent dans le réseau ionique et qui viennent ici former un nouveau cristal d'oxyde. Bon, alors bon, jusque-là, ça va, c'est quand même très simple. Et on se dit, mais si les atomes partent du substrat pour aller là-haut, finalement, je suis en train de consommer le métal. Si je consomme le métal, il faut bien que quelque chose accommode la consommation de métal. Pour accommoder la consommation de métal, je vais imaginer que cette interface ici bouge vers le bas à mesure que je consomme le métal. Ça. Bon, donc ça c'est très bien. On se dit, voilà, la mobilité de l'interface, c'est un puits parfait et ça va accompagner la consommation de métal. Le problème, c'est que c'est vrai pour un solide qui est semi-infini. Et des solides semi-infinis, il n'y en a pas beaucoup quand même dans nos installations. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour un solide semi-infini, on peut effectivement penser à ça, mais dès qu'un solide est fini, eh bien, il va y avoir des problèmes, parce que, regardez, le tube d'oxyde qui est là ne peut pas se déplacer. Il est bloqué. Donc, le métal est contraint de passer à travers la couche, parce que ça, c'est la chimie qui veut ça, hein, c'est les gradients de potentiel qui imposent ça. Mais en revanche, l'interface, elle ne peut pas se déplacer. Le tube ne peut pas collapser sur lui-même. Donc là, j'ai un gros souci. Vous allez voir ce que ça donne. Là, j'ai un souci également, c'est-à-dire que si l'échantillon n'est pas semi-infini et qu'il a un angle à un moment, hein, donc il devient fini, mais vous avez exactement le même problème ici à l'angle. C'est-à-dire que les deux, ça c'est un seul oxyde, vous ne pouvez pas avoir simultanément ces deux mouvements. C'est un solide rigide, il ne peut pas avoir deux déplacements dans deux directions différentes. Alors à quoi ça ressemble? Ah ben voilà. Donc vous voyez, ça c'est un tube d'oxyde. Mais c'est un tube d'oxyde qui a été formé à partir d'un fil. Donc en clair, la consommation de métal qui a permis de former cet oxyde a généré, l'interface n'a pas bougé. Donc vous pouvez faire ça avec un trombone, ça marche très bien. Donc on met un trombone dans un four, on attend un certain temps, on sort le trombone, on a un trombone d'oxyde, on casse le trombone, on va regarder, et puis c'est un trou, c'est un tube. Et ce tube, il a exactement, à quelque chose de près, le diamètre interne du tube, c'est égal au diamètre initial du fil. Donc ça, c'est embêtant. Vous avez ce genre de choses aussi. Vous avez, donc ça, c'est pas d'hier, hein, c'est le 57. Bon, c'est comme moi d'ailleurs, c'est pas d'hier. Ici, donc c'est un fil, c'est du fer. Voilà. Alors ce qui est quand même rigolo, elle est géniale cette expérience. Vous voyez que l'oxyde se développe, donc le fil au début, le fil s'est décollé à un moment. Donc vous retrouvez ici, vous voyez, le rayon de courbure, il rappelle ce rayon de courbure là. Donc là, il n'y a rien. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ici, le fil ne se réoxyde pas. Ça veut dire qu'en fait, l'oxyde, lui, n'est pas perméable à l'oxygène. Et que là, vous avez une situation d'équilibre entre le fer et son oxyde. Et vous avez donc dans cette zone-là une pression partielle d'oxygène qui permet ou qui évite l'oxydation du fer. En revanche, l'endroit où le fil reste en contact avec l'oxyde, vous n'avez qu'un seul type d'oxyde qui se forme, c'est du FeO là, à cette température-là, et vous voyez que la cinétique de croissance, elle est dépendante finalement des points de contact. Voilà la même chose dans du nickel, où vous voyez que cette fois-ci, au lieu de consommer le fil de façon homogène, on consomme le fil à travers la création de trous, de lacunes, enfin de cavités, dans les joints de grains. Vous avez la même chose sur un angle, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est une plaque de nickel où à l'angle de la plaque, vous avez ces problèmes d'accommodation de consommation du métal par mobilité des interfaces qui se posent également. Alors que loin de cette zone, où là on est plutôt en situation de plaque de semi-infinie, là l'interface arrive à se mouvoir et donc la plaque elle se creuse comme ça au milieu. Bien. Alors comment l'étudier dans le détail? Donc ça c'est une manip très simple aussi. Hein. Vous prenez un cube de nickel, vous l'oxydez, et puis vous le repolissez. Donc là vous vous êtes fait vos repères, vous avez posé un repère de référence, et puis vous réoxydez. Et à ce moment-là, vous constatez que la nouvelle couche d'oxyde, l'interface a pu bouger, ici, donc elle a accompagné la consommation de métal,
Et le surplus que vous avez là, ici, ben, c'est ce qu'on appelle le rapport de Pilling et Bedworth, c'est-à-dire que quand je prends un volume élémentaire de métal et que je le transforme en un volume d'oxyde, j'ai une expansion volumique. Alors ça dépend du type d'oxyde qui se forme, essentiellement. Ça, c'est l'expérience faite sur du nickel, où on retrouve, par la mesure, hein, on retrouve le coefficient de Pilling et Bedworth. Là, vous avez une illustration également sur la polygonisation induite par la croissance d'une couche d'oxyde de zinc. Donc initialement, bien sûr, la surface de l'échantillon n'est pas polygonisée. Donc c'est des images en microscopie électronique en transmission. Vous avez ici la couche d'oxyde de zinc et en dessous, ça c'est du métal, mais on trouve dans le métal une forme de polygonisation. La taille de grain, elle est de 5 à 600 microns, hein, donc le grain est plus grand que la salle. Hein. Autre façon de visualiser, parce que c'est une lacune, c'est pas facile à voir. Hein. Donc il faut trouver un moyen indirect de mettre en évidence qu'il y a effectivement injection de lacune. Là, vous avez des expériences qui ont été faites en 1973, où donc ça c'est l'oxydation in situ dans un microscope électronique en transmission, où on regarde l'expansion des boucles lacunaires en fonction du taux d'oxydation. Bon, je vais vous rapporter aussi une petite expérience simple qui a été faite sur du nickel. Donc, vous prenez elle est très simple, hein, vous prenez un feuillard de nickel, vous l'oxydez d'un côté et pas de l'autre. Donc, vous n'oxydez qu'une face. Et puis, vous voyez, le réacteur, il est d'une simplicité. Hein. Donc, pour faire plus simple qu'un réacteur comme ça, j'ouvre le challenge. Si vous voulez faire plus simple, si vous faites plus simple, vous m'appelez. Donc, il y a effectivement, on fait passer un gaz inerte à l'intérieur. Donc, la face inférieure de la plaque n'est pas oxydée. On l'a regardé hein, par des méthodes d'analyse de surface un peu pointues. Et la face extérieure ou supérieure du feuillard, elle est en contact avec l'air. Et ce que l'on va regarder, c'est la chose suivante. On va regarder sur la face inférieure comment évolue le gravage des joints de grain. Donc ça, c'est des images en microscopie à force atomique. Ici, vous avez un joint de grain. Là, voilà. Initialement, puisqu'on est parti de tôle parfaitement polie, initialement, ici, c'est plan. Et puis, parce que c'est maintenu à 1000 degrés, les équilibres des tensions d'interface génèrent du gravage thermique, comme ça. Donc là, vous avez le profil d'équilibre au niveau d'un joint de grain. Si vous faites les calculs, ici, là, vous trouvez bien les bonnes tensions d'interface, le bon équilibre. Bien, donc ça, c'est la physique. Et puis, on va regarder donc si, quand on oxyde la face supérieure, ça change quelque chose à ce qui se passe dessous. Bon, alors la réponse est, quand on oxyde la face supérieure et qu'on s'intéresse à l'angle d'équilibre au niveau des sillons de gravage, ça ne change rien. Donc on a bien un équilibre en dynamique, on respecte toujours l'équilibre des tensions d'interface. En revanche, quand on regarde les profondeurs des sillons, alors là, c'est plus du tout pareil. Ça, c'est un échantillon témoin qui est mis dans le système et qui ne s'oxyde pas du tout. Donc voilà la profondeur des sillons. Et voilà la profondeur des sillons, donc elle est 2, 3, parfois 4 fois plus importante lorsqu'on oxyde la face supérieure. Ce qui veut dire que ça ressemble un petit peu à un sablier, quoi. On consomme des atomes en haut là, pour fabriquer la couche d'oxyde. Et puis le chemin le plus facile pour eux pour atteindre la couche d'oxyde, c'est d'emprunter les joints de grain. Et donc vous avez c'est un peu l'image, hein, vous avez un creusement, un gravage accéléré des joints de grain de la face inférieure pour alimenter l'oxyde sur la face supérieure. Donc ça, c'est un des phénomènes. Voilà, donc on fait des calculs, on vérifie un certain nombre de lois fondamentales. Bon, après, quand on regarde ce feuillard qui est oxydé d'un côté et pas de l'autre, quand on regarde à l'intérieur là, et qu'on essaye de regarder sur les joints de grain, on voit que si on oxyde sur un côté, les joints de grain, il n'y a pas de dommage apparent, ça reste des joints de grain classiques. En revanche, quand on oxyde des deux côtés,
à la fois, le même matériau, on constate sur les joints de grains des tas de cavités. Donc ça va bien avec le gravage, ça veut dire que si vous interdisez si vous interdisez aux lacunes de traverser le polycristal en empruntant le joint de grain et venir s'annihiler entre guillemets dans le sillon de gravage, puisque là il y a une couche d'oxyde, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et ce quelque part, ça va être malheureusement les joints de grain ici, où vous allez faire naître des cavités par condensation de lacunes. Alors ça rejoint un peu ce dont on parlera aussi cet après-midi. C'est que ces cavités, donc là on ne les voit pas, hein, c'est-à-dire que ça c'est de l'imagerie faite en spectrométrie, toujours pareil, de masse d'ions secondaires. Donc on ne voit pas de cavité sur, évidemment, en signal oxygène. Hein. On ne voit pas de cavité dans le matériau qui est oxydé une seule face. En revanche, ici, on voit les cavités, mais les cavités en plus sont oxydées. Alors c'est quand même quelque chose, parce que ici, on aurait pu imaginer des îlots d'oxyde, peut-être sans cavité, et là, on trouve des cavités et leurs parois sont oxydées. Donc c'est vérifié en mètres, enfin ce que vous voulez. Donc ce qui signifie en clair que la lacune est accompagnée. Elle ne descend pas comme ça, ce n'est pas une bête lacune qui se balade dans un joint de grain. Elle est accompagnée par des atomes interstitiels, type oxygène ou autre. Et voilà, et quand la cavité se crée, elle se crée et elle croît par condensation de lacunes, mais comme ces lacunes traînent avec elles de l'oxygène, elle s'oxyde. Bien, donc voilà, enfin, il y a quelques illustrations. Bon, ça c'est aussi une illustration de cavitation, vous voyez, c'est un super alliage. Là, vous avez la couche d'oxyde, et là, vous avez des cavités qui se forment. Ça, c'est la microscopie électronique en transmission aussi. Alors, elles ont des formes en général, si le cristal de base est cubique face centrée, elles ont des formes, ce sont des octaèdres, quoi. Puis, suivant comment on regarde l'octaèdre, on peut voir des triangles, des carrés, des rectangles, etc. Bon, je vais passer rapidement sur les aspects statiques des interactions. Alors, j'insiste là-dessus parce qu'on fabrique aujourd'hui de plus en plus d'objets de petite taille avec des produits minces. Et déjà, la mécanique sur les produits minces, c'est pas facile. Quand vous faites de la RDM sur des poutres qui font 500 microns de long par 200-300 nanomètres d'épaisseur, ce n'est pas la mécanique classique. Ça ne marche pas. Donc il faut faire des choses un peu plus avancées. Et si en plus ces matériaux évoluent dans un milieu qui, malheureusement, génère de l'oxydation, il faut s'attendre à des choses un peu rigolotes. Bon, ça c'est une étude il y a quelques années sur des feuillards de fer-chrome aluminium qui servaient en fait à faire des pots catalytiques métalliques. Et ces feuillards de 40 microns, dans un pot catalytique, d'abord il fait chaud, et ensuite, pour la fabrication du pot catalytique, on préoxyde le feuillard dans un domaine de température qui permet de développer des oxydes à fort volume spécifique, donc des structures qui ressemblent à des roses des sables, de façon à fixer les catalyseurs dessus. Bon, bien, mais lorsqu'on oxyde ce feuillard, finalement, il fait 40 microns et on dépose, l'oxyde va faire peut-être 1 micron d'épaisseur, la couche d'oxyde. Et donc, on s'interroge sur l'évolution des propriétés mécaniques. Pourquoi? Pas pour le plaisir, c'est parce que si on veut modéliser le comportement thermomécanique d'un pot catalytique, il faut qu'on ait les lois de comportement en fonction de la température, parce qu'il y a des champs thermiques évidemment assez complexes, puisqu'ils sont exposés directement ils sont au gaz d'échappement, de combustion, qui arrive à 800-900 degrés. La catalyse est exothermique, donc ça chauffe localement, et puis la phase de sortie, elle est à 600 degrés, 500 degrés dans un pot catalytique métallique. Il faut en plus anticiper les imbrûlés, c'est-à-dire les gens comme moi qui ne font pas très attention à l'état de santé de leur voiture. Et donc, oui, parfois la combustion, ça se passe mal et elle se termine dans le pot catalytique, en fait. Et là, ça fait des points chauds, donc le pot catalytique peut être détruit. Donc, il faut garder en tête ces choses-là et se demander si un jour on pourra modéliser le comportement thermomécanique d'un produit aussi compliqué.
Donc avant tout, il faut travailler sur les éléments, hein, sur les éléments de base. L'élément de base, c'est le feuillard. Le feuillard revêtu d'une couche d'alumine. Suivant l'épaisseur de la couche d'alumine, là vous avez une courbe de fluage qui doit être à 900 ou 1000 degrés. Et donc vous voyez, quand il n'y a pas d'alumine, c'est un feuillard c'est du ferrochrome aluminium. À cette température-là, ce n'est pas connu pour être résistant au fluage. Donc vous voyez qu'il flue très vite. Dès l'instant qu'on dépose, que la couche d'alumine croît, vous voyez que le comportement en fluage change, et il y a un moment où ça flue quasiment plus. Donc quand on trace l'évolution des vitesses stationnaires de fluage, ici, là, en log, en fonction de l'aluminium consommé, parce qu'évidemment, un feuillard de 40 microns, ce n'est pas une réserve infinie d'aluminium. Donc on consomme de l'aluminium dans cette petite réserve pour former la couche d'alumine. Vous voyez qu'on peut lier donc directement l'aluminium consommé à l'épaisseur de la couche d'oxyde. Vous voyez que les vitesses de fluage stationnaire, vous avez 3 ordres de grandeur sur les vitesses. Donc à un moment, il flue quasiment plus, quoi. Et puis, quand vous avez plus ou moins épuisé l'aluminium, la source d'aluminium, à ce moment-là, il se développe d'autres oxydes. Il y a du chrome, entre autres, et du fer. Et alors là, c'est la catastrophe, c'est-à-dire que la vitesse réaugmente et en plus, le matériau casse rapidement parce qu'il s'endommage, quoi. Donc ça, c'est bon. Après, on peut faire un petit calcul, un modèle à 2 barres, c'est pas très compliqué, où on voit finalement que ce que je viens de vous montrer, c'est une reprise, c'est un effet composite, c'est-à-dire c'est une reprise du chargement par la couche d'alumine, et évidemment le métal s'en trouve vraiment soulagé. Bien, alors maintenant on va passer aux aspects dynamiques du couplage, c'est-à-dire dans quelle mesure l'oxydation et les mécanismes impliqués dans l'oxydation bouleversent le comportement du matériau. Alors, il y a des très vieilles expériences sur des polycristaux de nickel. Vous avez là la vitesse de fluage en fonction du temps. Donc ça, c'est une courbe classique. Vous avez le primaire ici, le secondaire, enfin, ou ce qu'il en reste ici, puis un tertiaire, et puis ça casse. Et ils se sont amusés précisément à faire ces courbes à différentes pressions partielles d'oxygène, je pense. Ou d'air, je ne sais plus exactement, d'oxygène. Donc regardez, si vous démarrez votre essai sous 10-6 torr, la vitesse de fluage diminue rapidement. Vous atteignez le palier ici, donc tout va bien. Et à un moment, vous faites une entrée d'air. Et tout de suite, mais c'est presque instantané, la vitesse de fluage augmente à nouveau pour rejoindre une évolution qui calque un petit peu ce qui se passe sous un essai à plus haute pression. Donc le couplage, il est là, c'est-à-dire que si vous injectez un gaz réactif pendant que l'échantillon est en train de se déformer, ça peut avoir des conséquences à longue distance. Cela, les éprouvettes, je crois qu'elles faisaient 3-4 mm de diamètre quand même. Donc on est loin de l'interface. Vous avez celle-là qui est très rigolote aussi. Donc ça fait référence à ce que Yves a présenté tout à l'heure sur les cartes d'HB, où vous avez ce fameux domaine de fluage-diffusion. Et dans les mécanismes de fluage-diffusion, il y a celui-là ici, qui est le Nabarro-Herring. Donc ce sont des expériences qui ont été menées de façon très rigoureuse. Donc ils ont bien vérifié qu'ils étaient bien dans des conditions de fluage-diffusion. Vous voyez qu'ici l'expression de Norton est égale à 1. Et ils ont fait ces essais sous azote ou sous air. Et ce que vous constatez, que sous azote et hydrogène, il n'y a pas de changement de comportement en soi. En revanche, quand vous passez sous air, ce matériau, c'est du magnésium, inutile de vous dire que c'est quand même oxydable, il s'oxyde. Et qu'est-ce qui va se passer ? Dans le mécanisme de base ici, où on met un cube en cisaillement pur, et puis on se dit, il y a un gradient de concentration en lacune, hors oxydation, il y a un gradient de concentration en lacune entre les faces en traction et les faces en compression. S'il y a gradient, il y a diffusion. S'il y a diffusion de lacune, il y a diffusion de matière. Donc la déformation d'ongérite, elle est induite par de la diffusion de matière. Si je viens oxyder ici, sur cette face, et donc localement j'amène une surconcentration en lacune, je tue le mécanisme finalement, puisque je vais tuer le gradient de concentration en lacune. Et comme je tue le mécanisme, ça se met à fluer beaucoup moins vite. Voilà. Elle est de 69, la manip. Bon, ça c'est plus récent.
On avait fait ça j'étais à Paris, là. Vous avez ici un alliage qui est un alliage typique. Hein, l'alliage 600 a exactement le même comportement que ça. Hein. Donc là, j'ai pris un alliage modèle 80-20, 80 de nickel, 20 de chrome. C'est la thèse de Gaël-Cavarin. Vous avez ici les courbes de fluage, alors les diagrammes de Norton plus exactement, puisque la vitesse stationnaire en fonction de la contrainte vraie appliquée. Vous voyez ici l'évolution de la vitesse de fluage sous vide, et vous avez l'évolution de la vitesse de fluage sous air. Alors, comment peut-on expliquer, à une contrainte donnée, que sous air, ça flue plus vite que sous vide? Il n'y a pas d'endommagement, et il n'y a pas... Donc, il n'y a pas d'endommagement, ça c'est la première chose. Et la couche d'oxyde, elle est tellement fine qu'elle ne renforce pas. Donc, c'est autre chose. On chauffe un peu plus, là, on monte à 600 degrés, et là, il n'y a plus du tout d'effet. Cette fois-ci, en revanche, ça s'endommage. Donc, on a quelques petites explications sur des problèmes d'ordre à courte distance, parce que c'est un domaine aussi où, dans les solutions nickel-chrome, on a un effet de durcissement par ordre à courte distance qui disparaît à partir d'une certaine température. Bien, passons à un objet. Donc ça, ce sont des petites pales de turbines que l'on met sur les turbines hélicoptères. Bien, voilà la microstructure initiale. Voilà les compositions. Hein. Et bon, le challenge est énorme en termes de durabilité parce que ces petits objets, ils peuvent occasionnellement monter à des températures extrêmes de 1150-1200 degrés. Heureusement, pas très longtemps, parce que trop longtemps, c'est fini, il n'y a plus de moteur. Et quand même, leur durabilité nous intéresse, et c'est pour ça que les hélicoptères sont bimoteurs, parce qu'en fait, si le moteur principal lâche ou flanche pendant une opération de sauvetage, par exemple, parce que les opérations de sauvetage, c'est rarement par temps clair, sans vent, dans les conditions idéales. Donc les moteurs sont poussés en général, quand on fait du sauvetage en montagne, par exemple, on en fait un peu, pas de sauvetage mais de montagne, aller sortir quelqu'un qui est bloqué sur une paroi avec un hélicoptère, c'est quand même pas simple. Bon, on y arrive, mais on pousse les moteurs. Si le moteur flanche, à ce moment-là, on met le deuxième moteur en route. Et ce deuxième moteur, pour qu'il reprenne tout ce que l'autre a perdu, on est obligé de vraiment de pousser, de façon un peu exagérée d'ailleurs, et puis il rentre dans un régime où il risque de s'endommager. Donc on se pose évidemment toutes ces questions-là. Et en particulier, ce que vous voyez, c'est qu'ici, il y a un effet d'échelle, c'est-à-dire que c'est bien joli de faire des essais sur des éprouvettes qui font 3-4 mm de diamètre, mais ici, on est en train de travailler avec des parois qui font 1 mm. Donc il faut aussi se poser les questions des effets d'échelle dans ces problématiques-là. Bon, donc très rapidement, voilà ce qui se passe sur ces matériaux-là en fluage. Alors, c'est une courbe parmi tant d'autres. Vous voyez, un essai de fluage, vous mettez 80 mégapascales, les échantillons sont parfaitement polis, et vous testez cet échantillon aux 250 degrés. Voilà la déformation en fonction du temps. Donc c'est les courbes de fluage qui ressemblent à ce qu'il va présenter tout à l'heure. Donc vous avez ici du fluage sous air. Alors on a pris la précaution de prendre de l'air synthétique pour éviter d'avoir de la vapeur d'eau, parce que, ça, encore une fois, ça complique systématiquement les choses. Ensuite, vous avez ici un essai qui est mené, le bleu là, entièrement sous gaz inerte, argon hydrogéné. Vous voyez qu'en termes de durée de vie, de vitesse de fluage, ça n'a pas grand-chose à voir. Donc la question que l'on s'est posée, c'est si effectivement la différence de comportement qu'il y a entre l'air synthétique et l'argon hydrogéné, elle est induite par des mécanismes d'oxydation, peut-être que le type d'oxyde que l'on forme impacte plus ou moins ce mécanisme d'endommagement. La réponse est, donc, on a commencé des essais sous air, donc à ce moment-là, on met en place des oxydes typiques, je vous montrerai tout à l'heure, qui se forment sous air, et puis à un moment, là, vous voyez ce petit point ici, on change l'atmosphère, et on continue à fluer, cette fois-ci sous argon hydrogéné. Vous voyez que la première courbe, elle était partie pour ressembler à la verte, là, et puis dès qu'on passe sous argon hydrogéné, la vitesse diminue, et puis on allonge la durée de vie. Donc en clair, quand on est passé sous argon hydrogéné, on a arrêté le moteur de la croissance de l'oxyde, qui est quand même l'oxygène. Donc si on arrête l'oxygène, l'oxygène ne croît plus. Et comme il ne croît plus, il n'y a plus de couplage.
Et à ce moment-là, s'il n'y a plus de couplage, ça veut dire que l'effet de l'oxydation, ce n'est pas uniquement un abattement de section ou quoi que ce soit. C'est qu'il y a des choses en plus. Bon, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de faire la manip inverse, hein, c'est-à-dire on part sous argon hydrogéné, à ce moment-là, on suit une courbe d'argon hydrogéné, et ici, en ce point-là, on passe sous air. En passant sous air, effectivement, on apporte l'oxygène, mais il ne se passe plus rien. Pourquoi? Vous allez le voir, c'est parce qu'en fait, l'oxyde qu'on a formé ici, comme c'est de l'alumine, la sensibilité en termes de pression partielle d'oxygène de la cinétique de croissance sur l'alumine, c'est très faible, en fait. Donc le type, voilà, donc, on peut regarder en détail au moment où on change les atmosphères, ce qui se passe. Donc vous voyez là, quand on passe d'air à argon hydrogéné, on voit bien que la vitesse diminue. Vous avez la même chose pour l'autre. Et là, on voit bien que la vitesse, vous voyez, vous avez argon, vous passez sous air, il y a un petit saut ici, mais après, il ne se passe plus rien, quoi. Voilà. Bon, les oxydes qui se forment, alors sous air, c'est classique, hein, je vous ai montré tout à l'heure, hein, ces choses-là. Donc là, vous voyez que sous air, on forme un oxyde, et puis ici, il y a des conséquences sur l'état métallurgique non négligeables, les précipités disparaissent. On n'a plus qu'une solution solide ici. Et ce qu'on a essayé de montrer ici, c'est que la taille de la zone affectée est directement liée à l'épaisseur de la couche d'oxyde qui est dessus, quoi. Alors, c'est les oxydes, évidemment, c'est quand même en théorie des matériaux qui ont été développés pour se protéger avec des couches d'alumine, mais bon, il n'y a pas que ça, malheureusement, il y a tellement d'éléments d'alliage dedans. Donc là, il y a bien de l'alumine quelque part, mais il n'y a pas que de l'alumine, il y a d'autres oxydes. Vous voyez, il y a ceux-là, là, il y a des oxydes de titane, des oxydes de nickel. Donc c'est une couche d'oxyde assez complexe, quoi, et à croissance assez rapide. En revanche, quand on passe sous argon hydrogéné, on a une couche d'alumine ondulée, alors ça on pourra en parler aussi, mais ce n'est pas le lieu, d'épaisseur quasi homogène, et puis bon, vous avez évidemment en dessous la couche perturbée, affectée par la consommation finalement d'aluminium, qui perturbe l'état métallurgique local. Bon, eh bien, vous vous doutez bien que quand on passe d'argon hydrogéné sous air, ça ne change rien, puisque j'ai une couche d'alumine. Je ne vais pas changer l'alumine en alumine. Hein. Voilà. Et à l'inverse, quand on passe de l'air à l'alumine, on constate que sous des couches d'oxyde qui s'étaient formées sous air, apparaît une sous-couche ici d'alumine qui isole complètement à nouveau et qui arrête le processus de couplage, en fait. Bien, alors vous avez dit qu'il y avait des porosités, oui, il y en a, hein, induites par le... Alors dans ces matériaux-là, il y a quand même des pores de fonderie aussi, hein, donc il ne faut pas confondre. Donc ici, vous avez des porosités qui sont induites par l'oxydation. Elles n'existaient pas au départ. Donc vous les avez là, regardez leur forme. Et quand on les regarde vraiment dans le détail, en fait, c'est des petits octaèdres, c'est très joli. Hein. Bien. Pour les modèles, donc par rapport à ce que présentait Yves tout à l'heure, effectivement, on peut aller chercher des effets sur les pressions osmotiques, en particulier sur les phénomènes de montée dans l'enfluage. Oui, je vais essayer d'aller un peu plus vite là. Couplage, alors là, on couple vraiment plusieurs choses. On couple l'oxydation, le mode de déformation, et on arrive à quelque chose, un mode de rupture qui est intimement lié à ces choses-là. Donc l'alliage, c'est toujours l'alliage 718, c'est un alliage à base de nickel. Il y a quelques thésards qui ont contribué à ce genre de choses. Alors ce qui va nous intéresser ici, c'est deux modes de déformation, assez rigolos. C'est le vieillissement dynamique, c'est-à-dire en termes de mécanisme, ça correspond aux interactions entre dislocation et interstitielle et substitutionnelle. On va dire que ces interactions conditionnent la vitesse d'écoulement. Et puis à un moment, on a une vitesse d'écoulement suffisamment rapide pour déclencher du phénomène Porteven-Châtelier, c'est-à-dire des instabilités d'écoulement. Bon, alors bon, ça c'est connu. Et donc, quand on se place en Porteven-Châtelier, voilà ce que l'on a. Là, c'est dans l'eau à 350 degrés, vous doutez bien à quoi ça correspond.
Et là, c'est 650 degrés, c'est la température disque de turbine. Ben, vous voyez qu'il y a un effet de vitesse assez clair. Dans les deux cas, il y a de l'oxydation. À haute vitesse, on n'a pas d'endommagement de type intergranulaire, alors que dès qu'on descend les vitesses, c'est un petit peu catastrophique. On va essayer de comprendre ça. Et donc, pour comprendre ça, il faut multiplier les essais et tracer la frontière entre le vieillissement dynamique et le phénomène Portemann-Châtelier. Donc, il y a une frontière très nette, dans un plan température, vitesse de déformation, une frontière très nette entre ces deux mécanismes d'écoulement. Bien. Alors, si vous faites ça sous gaz inerte, il n'y a pas d'effet, c'est-à-dire c'est ductile des deux côtés, il n'y a pas de souci. En revanche, si vous faites ce genre d'expérience sous air, dans ce domaine-là, vous aurez uniquement de la rupture ductile. Et dans ce domaine-là, vous aurez de la rupture intergranulaire fragile. En tout cas, des amorçages, des propagations de fissures intergranulaires fragiles. Bien. Et c'est d'une sensibilité incroyable. Bon, là, il n'y a que quelques points. Je crois qu'on a fait plus de 800 essais sur cette histoire. Parce que ça a quand même des conséquences industrielles non négligeables, donc ça a été fait. Donc la frontière, elle est finalement extrêmement bien définie. Vous changez la vitesse, par exemple, si vous êtes à 600 degrés, là, vous changez la vitesse de 20% pour passer la frontière, 15 à 20%, et tout de suite, le mode d'endommagement change. Donc c'est aussi dynamique que ça en termes de temps de réponse. Bon, alors ça dépend de la teneur en carbone. Donc sur le même alliage, quand on arrive à extraire le carbone, et c'est pas simple, quand on arrive à extraire le carbone, on déplace la frontière, et il y a un moment où la teneur en carbone est telle que même on a encore une frontière entre le vieillissement dynamique et le phénomène d'instabilité Portemann-Châtelier, bien là, de part et d'autre de la frontière, le matériau est cette fois-ci ductile dans les deux cas. Pourtant, dans des conditions de très basse vitesse qui favoriseraient les phénomènes d'endommagement intergranulaire, ben non, ils n'ont plus le droit de citer dans ces conditions-là. Ce qui veut dire que quelque part, il y a dans ces couplages, c'est pour ça que je parlais de mode de déformation, on travaille là-dessus en ce moment, probablement du transport par les dislocations et d'une ségrégation dynamique dans les joints de grains qui sensibilise les joints de grains, en fait. Bon, je vais aller assez vite là aussi. Donc, ce qu'on vient de faire sur des éprouvettes lisses, on peut le ramener sur des éprouvettes de structure. Donc, ici, vous avez des éprouvettes en V que l'on déplie, on tire dessus, on déplie, on fait des calculs, on les valide, etc. Et on regarde ici quels sont, pour chacune des zones, les trajets de déformation. Et donc, si notre courbe précédente est applicable, elle peut l'être à cette échelle-là. On s'est posé cette question. Et effectivement, c'est ce qu'on constate. On a fait donc ça, ce sont des calculs qui donnent la vitesse instantanée de déformation à l'apex, dans la partie à l'apex d'un V, à mesure qu'on déplie le V. Et vous voyez que si dans cette zone-là, on se retrouve en vieillissement dynamique, on a systématiquement de la rupture intergranulaire, alors que pour une vitesse un peu plus élevée, on a de la rupture ductile. Donc il y a vraiment des couplages assez clairs, assez intenses. Bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'une fissure, quand elle se promène, elle explore sans arrêt l'état métallurgique du matériau qui est juste devant. Bon, ça c'est une vieille courbe, mais qui a le mérite d'exister. C'est la propagation de fissures en fatigue, avec un cycle qui est un cycle typique pour l'aéronautique, avec un temps de maintien de 300 secondes à charge maximale. Donc initialement, les fabricants se sont échinés à trouver les microstructures idéales qui diminuaient sous air la vitesse de propagation. Et donc il y avait des tas d'articles qui disaient voilà, ça ne propage pas parce qu'on a changé la microstructure, etc. Ça propage moins vite. Bon, en fait, quand on a mis en œuvre ces essais sous vide, il n'y a plus d'effet de microstructure. Donc c'est bien, à l'origine, c'est bien un couplage entre microstructure et oxydation, et fatigue bien entendu, qui donne du dommage intergranulaire ou pas, donc des grandes vitesses de propagation ou pas.
Bien. Alors, quand on est débutant en chimie, on se dit, ou en réactivité, on se dit, ben, ça c'est sous vide, ça c'est sous air. Si je change progressivement la pression partielle d'oxygène, je vais peut-être passer, en termes de vitesse, continuellement de cette vitesse-là, qui est sous ultravide, hein, jusqu'à la vitesse sous air. Et ça va être quelque chose de progressif, puisque, je dirais, la cinétique d'oxydation, elle dépend quand même de la pression partielle d'oxygène. Donc, bon, on se dit, ça va marcher comme ça. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Quand vous changez la vitesse quand vous changez la pression partielle d'oxygène, que vous vous intéressez à l'évolution de la vitesse de propagation en fatigue, dans des conditions qui sont maîtrisées, puisqu'on travaille à K constant, ou à delta K constant, c'est-à-dire qu'on corrige, à mesure que la fissure avance, on corrige les chargements pour maintenir le delta K constant. On constate que lorsque la pression évolue depuis l'ultravide, pendant un moment, ça ne change rien à la vitesse. Et puis il y a une pression critique à partir de laquelle la vitesse, vous voyez, elle prend 1-2 ordres de grandeur d'un coup. Puis après, vous pouvez aller à la pression atmosphérique, ça ne change plus grand-chose. En fait, l'origine, on a suffisamment regardé ces choses-là, c'est qu'à partir de cette pression-là, vous formez un nouvel oxyde. Ici, c'est l'oxyde de chrome essentiellement qui se forme, et il n'a pas d'effet sur la vitesse de propagation. En revanche, ici, c'est un oxyde, dans ce matériau-là, c'est un oxyde à base de nickel et de fer, qui ensuite, évidemment, il y a une sous-couche d'oxyde de chrome qui se forme, mais là, la fissure, elle est passée depuis longtemps. Donc, bon, trop tard. Bien. Alors, quand on a des transitions comme ça, on peut dire, ben, on va jouer. Alors, comment on joue? Ben, on peut jouer en faisant de la mécanique. Donc, je cycle ici le facteur intensité de contrainte. Et en parallèle, je vais cycler l'environnement. Et je vais me débrouiller pour pouvoir faire des cycles d'exposition qui sont assez courts, 20 secondes. Donc, vous avez une machine de fatigue avec une enceinte. Et dans cette enceinte, vous allez faire varier la pression comme ça. En phase ou déphasé. Vous placez finalement votre cycle de pression où vous voulez par rapport au cycle de fatigue. Comme les couplages sont vraiment très dynamiques, puisque c'est une fissure qui est en train de se propager, elle a vraiment, elle est très sensible à ce qui se passe dans le matériau qui est vraiment juste devant. Et donc, suivant où vous allez a priori, je dirais, positionner ce cycle, vous allez aussi pouvoir explorer l'état mécanique d'une pointe de fissure. Parce que là, vous êtes ici en ouverture de fissure, donc là, les contraintes sont maximales, il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant que vous changez ici le sens de sollicitation, vous générez une zone de compression. Il faut reprendre les calculs, Riedel et Rice, entre autres. Donc on génère ici une zone de compression. L'étendue de cette zone de compression est d'autant plus importante, évidemment, que vous déchargez. Dès l'instant que cette zone de compression, sa taille, va dépasser la zone d'influence de l'oxydation, ben vous êtes tranquille, parce qu'on n'ouvre pas une fissure en compression. Bon, donc vous pouvez faire ça sur des cycles triangulaires, vous pouvez faire ça aussi sur des cycles trapézoïdaux, et regardez par rapport à la position du cycle de pression, la position du cycle de pression par rapport au cycle mécanique, suivant où vous le mettez là, eh ben, il y a des moments où, si vous le mettez juste là, bien entendu, ça accélère la vitesse de propagation. Et puis vous le décalez de plus en plus, et à un moment, il n'a plus d'effet. Et quand il n'a plus d'effet, eh ben, c'est que finalement, les contraintes en pointe de fissure se sont totalement relaxées, ou presque. Et donc, c'est aussi un moyen indirect d'aller regarder la mécanique à cette échelle-là, et de l'explorer, et de valider les calculs, à la limite. Voilà. Bon, ça, c'est quelques expériences qu'on a menées sur le sujet. Qui prouve bien que ça marche, il n'y a pas de souci, on a compris. Et surtout, ce qui est quand même plaisant, c'est de voir que tous ces calculs qui avaient été faits, parce que Riedel et Rice, c'est pas d'hier, ben ils sont juste, pas de souci, ils ont bien travaillé. Voilà. Donc on peut faire des tas de choses. Bon, de sorte que quand on a compris qu'on peut arrêter une fissure en déchargeant la pointe de fissure ou en mettant un petit état de compression, eh bien, on va dire finalement, sur un cycle moteur, quand un avion décolle, eh bien, si au moment où il arrive sur le palier, quand il est en vol stationnaire, la vitesse du moteur, oui, elle diminue, la vitesse de rotation diminue, et donc toutes les fissures qui auraient pu, en clair, si ça n'explose pas au décollage, ou si ça n'explose pas à l'atterrissage, vous êtes tranquille. Voilà.
puisque dès que la vitesse du moteur va ralentir, à ce moment-là, les fissures, si elles existent, elles se referment légèrement, et en se refermant légèrement, elles génèrent un tout petit champ de compression qui fait que voilà, les effets d'oxydation, vous les arrêtez, quoi. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais enfin, moi, ça me rassure un peu. Voilà, donc on peut faire de jolis petits calculs locaux là, qui montrent que, suivant la loi de comportement du matériau, le niveau de déchargement qu'il faut imposer pour arrêter les fissures dépend en clair de la loi de comportement et du type de microstructure et d'état métallurgique. Donc les fameux disques maintenant avec des matériaux qui ont dit direct edge, c'est un peu ça. C'est-à-dire on a compris des choses. On a compris qu'on pouvait fabriquer des disques qui résistent mieux à la propagation de fissures. Voilà. Bien, alors je vais terminer, parce que je suis un petit peu en retard. Donc perspective et enjeu. Alors, les perspectives, elles sont claires. Je veux dire, ce qui va avoir lieu cet après-midi, ça fait partie précisément des perspectives. Parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas s'arrêter là. Je veux dire, si on veut pouvoir voler tranquille, dormir tranquille, il faut continuer, quoi, parce que vous sentez bien le niveau de complexité. Dès l'instant qu'un mécanisme de réactivité de surface, que ce soit de la corrosion, de l'oxydation, impacte l'état météorologique local, la plupart des structures où vous avez des pièces en flexion, vous avez des zones en flexion, vous avez des zones de forte concentration de contraintes, ça signifie qu'il y a vraiment un grand intérêt à continuer à se cultiver sur le sujet, parce qu'on en est loin, et on en est loin tout simplement pourquoi ? Parce que dans la sélection, les critères de sélection des matériaux jusqu'à il n'y a pas longtemps, on mettait en évidence, enfin on prenait comme critère de sélection, résiste à l'oxydation, résiste à la mécanique, mais résiste à la mécanique avec de l'oxydation, c'était pas pertinent a priori, ou peut-être trop compliqué, et donc voilà, ça passait un peu à la trappe. Ça faisait que les communautés scientifiques étaient chacun jouait dans son coin, et vous voyez que il y a tout intérêt à les rassembler parce qu'il y a du boulot, il y a un chantier énorme à lever. Alors dans les perspectives, donc, et ça cet après-midi elles seront abordées, vous avez compris que l'oxydation génère des gradients de microstructure. Dès l'instant qu'elle génère des gradients de microstructure, ça veut dire qu'elle génère des gradients de propriété. Et que ces gradients de propriété, on ne les connaît pas. Et il faut les caractériser. Donc il faut développer des méthodes, plus ou moins, des expériences plus ou moins complexes pour caractériser ces gradients de propriété, pour comprendre les interactions à l'échelle élémentaire entre dislocation, oxygène, lacunes. Donc ça, je pense que ça va occuper une bonne partie de l'après-midi. Ça, je crois vous aura persuadé qu'il faut quand même s'intéresser à la base de données. Il va falloir l'enrichir un petit peu, parce que sinon, on prend quand même quelques risques. Et puis, c'est pas toujours, l'oxydation n'est pas toujours néfaste. Donc, je rebondis sur le self-healing que présentait Yves tout à l'heure. Il y a des situations. Vous avez vu que l'oxydation, par exemple, génère une solution solide. Sur les matériaux durcis par précipitation, elle va générer une couche où ne c'est plus qu'une solution solide. A priori, c'est une zone qui est dite ductile molle. Ce qui veut dire que si vous suroxydez un échantillon, par exemple, qui a été fissuré, vous lui faites un petit passage en oxydation, automatiquement, sur les matériaux au voisinage des fonds de fissure, vous allez générer une solution solide et les fissures vont s'émousser. Donc dès que vous allez réouvrir l'objet, les fissures vont s'émousser et très souvent les fissures s'arrêtent. Et pour les faire redémarrer, il faut vraiment y aller, quoi. Voilà. Bon, je vous remercie pour votre attention et puis voilà, je vous invite cet après-midi parce que je pense qu'il y a des choses qui sont, je ne suis vraiment pas rentré, il y a des choses qui scientifiquement sont intéressantes à entendre cet après-midi. Voilà, je vous remercie.